Eh bien, bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Espérance. Pour l'instant, les enfants sont encore au jeu, et donc c'est pourtant l'heure de la causerie, mais les chaises sont vides. Donc vous les entendrez sans doute arriver. Et donc, si vous aviez suivi les précédentes causeries, vous aviez entendu que c'était compliqué pour lui, toute cette difficulté, d'arriver à étudier. Il avait ce désir d'étudier, en même temps, pour des raisons de pauvreté de sa famille. Sa maman était seule pour élever les 3 enfants. Et puis le caractère un peu fort, un peu rude de l'aîné, Antoine, qui prétendait que Jean n'avait pas à perdre son temps dans les livres ni dans les études, alors qu'il y avait du travail au champ. Et il avait fallu prendre cette décision, finalement, de quitter la ferme des Béquilles, de la laisser en gestion, on va dire, à Antoine, et de partir, un peu plus loin, pour une nouvelle vie. Et notre ami Jean va devoir successivement connaître différents maîtres, différents professeurs. Il avait été très touché et très aidé par un vieux prêtre, donc à Losso, dont qu'il avait eu la tristesse de voir mourir suite à une attaque. Et puis après, il avait fallu trouver une autre solution. Et donc sa maman l'avait envoyé à Châteauneuf, donc le village voisin, où là, les élèves, d'une part, le professeur, d'autre part, se moquaient beaucoup de lui. Il était le plus âgé de la classe, il avait quelques difficultés. Et donc, pendant toute une année, il a eu ce sentiment d'être un peu délaissé, d'être abandonné par ceux sur qui il comptait, en l'occurrence un prêtre qui était professeur, qui, quand il avait une mauvaise note, l'humiliait devant les autres. Et quand il avait une note un peu meilleure, estimait qu'il avait triché, ou qu'en tout cas il ne la méritait pas. Et donc pour Jean, quand il revient à la ferme où sa maman et son autre frère étaient employés, au moment des vacances, il est tout déçu de cette année. Mais il ne renonce pas pour autant. Il est vraiment très décidé à poursuivre cette idée donc d'étudier, de faire en sorte d'être capable un jour de devenir prêtre. Et il va être encouragé en cela parce qu'il va avoir un nouveau songe, cette belle dame, une dame de grande taille, qui va lui montrer un troupeau en lui disant, voilà, tout ce troupeau, eh bien c'est toi qui vas t'en occuper. Alors Jean est encore une fois dépassé en se demandant comment il va bien pouvoir y arriver. Et elle lui dit, bien je t'assisterai, c'est moi qui t'aiderai, n'aie pas peur. Et du coup, même si l'année a été difficile, eh bien, Jean est confirmé dans ce désir d'être prêtre. Il va falloir trouver un autre moyen, et c'est là que je pense j'en étais resté la dernière fois. Maman Marguerite va donc envoyer son grand Jean, il a 16 ans, à Quéry. C'est une petite bourgade, un village un peu plus important que les Béquilles, que Murialdo. Et là, la ville elle-même propose aux collégiens, donc un collège, un lieu d'études sérieux, et pour eux, c'est peut-être l'occasion de quitter le petit village d'où ils viennent pour pouvoir poursuivre des études. C'est le cas de Jean, qui va être hébergé chez Dame Lucia. Dame Lucia va lui confier le ménage à faire dans la maison, va lui confier les courses aussi à faire, et puis, puisqu'elle a un enfant plus jeune que Jean, lui demander de lui donner des cours, de lui donner des leçons. Et donc Jean va volontiers s'y prêter pour pouvoir suivre la 6e tout d'abord. Il rentre en 6e, ce qui serait l'équivalent de notre 6e, en tout cas, puisque je vous rappelle qu'on est en Italie et que le fonctionnement n'est pas tout à fait le même qu'en France, surtout qu'on est au 19e siècle. Mais voilà, il a 16 ans et se retrouve avec des enfants qui ont 5 voire 6 ans d'écart avec lui. Mais là, ça se passe bien. Tellement bien qu'il va, au bout de 2 mois, passer en 5e. Et là, il continue d'avoir de beaux résultats qui font que les professeurs estiment qu'il peut même aller 2 mois après en 4e. Et il arrive un événement, un fait très impressionnant, c'est qu'ils allaient en cours avec leur cartable, avec leur livre, et donc il avait un livre de lecture en latin, puisqu'il fallait travailler le latin, et une grammaire. Mais ce jour-là, Jean avait oublié son livre. Il n'avait que sa grammaire. Et quand le professeur l'interroge, il prend sa grammaire et,
à la surprise de ses voisins, des autres élèves qui savent bien que ce n'est pas son livre, voilà qu'il traduit le texte sans aucune faute. Alors les élèves avertissent le professeur en disant « mais ce n'est pas son livre, c'est sa grammaire ». Et quand le professeur s'en rend compte, bien loin de punir Jean puisqu'il avait oublié son livre, il le félicite. On raconte que par la suite, Jean a expliqué qu'en fait, il avait eu en songe aussi cette indication du texte qu'il aurait à travailler, du texte qu'il aurait à réciter. Et donc voilà qu'il fait aussi un beau rapprochement avec ce que la Bible nous dit de Joseph, l'homme des songes. On l'appelait l'homme des songes. Et donc c'est le surnom qui va être donné aussi à Jean. Il continue donc brillamment ses études et il gagne la confiance des autres élèves. Et notamment, il veut créer, avec un petit groupe, la société des joyeux lurons. C'est comme ça que je traduis, parce qu'en fait, dans la langue en italien, je ne saurais pas le dire, mais c'était la société de la joie. Voilà, un petit groupe d'amis qui se retrouvent ensemble pour étudier, pour échanger, pour prier. Et dans ce groupe, eh bien, la manière de rejoindre ce groupe est particulière, puisque n'ont pas le droit d'y venir ceux qui traînent le dimanche, ceux qui traînent le soir, ceux qui disent des gros mots, ceux qui racontent des histoires plus ou moins louches. Bref, pour entrer dans ce petit groupe, il faut avoir montré patte blanche. Mais voilà qu'arrivent les enfants. Donc, eh bien, on va les accueillir. Le jeu a dû sans doute être prolongé un peu. Et donc je vais vous demander de vouloir bien patienter pour avoir la suite de cette histoire, tant que les enfants arrivent et s'installent. Et oui, parce que la causerie que je donne le mercredi, elle est retransmise à la radio. Et donc, des gens... Les auditeurs de Radio Espérance, ils étaient à l'heure à 15h30 à la radio, et il a fallu que je commence mon histoire. Donc, il va falloir reprendre un petit peu avec vous. Alors pour l'instant, vous avez sans doute un peu de mal à bien vivre cette période où vous êtes privé d'école. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont retournés à l'école, peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est plus intéressant de ne pas avoir à y aller. Bref, suivant les tempéraments, suivant aussi l'aptitude au travail, peut-être que les réactions sont différentes. En tout cas, vous vous souvenez que peut-être, que pour Jean Bosco, c'était une vraie difficulté. Lui, il désirait étudier, mais pour lui, c'était difficile parce que déjà à la maison il n'y avait pas beaucoup d'argent et que pour étudier c'était pas dans le village où des béquilles où il était né qu'il pouvait aller à l'école, il fallait aller dans un autre village, dans une autre ville, et que pour éviter d'avoir à faire 20 km ou davantage, il fallait trouver où loger, et que souvent la personne qui hébergeait Jean ou d'autres collégiens, d'autres élèves demandait un petit loyer. Et donc il y avait cette question de pouvoir payer son loyer, et puis il y avait surtout, vous vous souvenez, le fait que le frère aîné de Jean voyait d'un mauvais œil, qu'au lieu de travailler dans les champs, il passe son temps à étudier. Et donc la dernière fois, on était arrivé, si vous vous souvenez, où Jean entre en 6e, l'équivalent de la 6e, alors qu'il a 16 ans. Dans ce village un peu plus grand que les Béquilles, plus grand que Murialdo, où il avait étudié aussi avec Don Calosso. Et voilà que, parce qu'il travaille très bien, il peut, en 2 mois, passer dans la classe supérieure. Donc au bout de 2 mois, il passe en 5e. Et puis 2 mois encore, où il a eu de très bons résultats, il passe en 4e. Et j'étais en train de raconter cet événement, cette histoire surprenante, c'est qu'une fois où Jean avait oublié son livre, il y avait un livre dans lequel il y avait des textes en latin. Donc, le travail consistait à traduire le texte en français et après à le réciter. Mais voilà que ce jour-là, Jean avait oublié son livre et il n'avait que sa grammaire, qui était un autre livre. Et donc, comme le professeur l'interroge, il prend sa grammaire et puis, par cœur, il traduit le texte. Alors les autres qui étaient à côté de lui, ils voient bien que ce n'est pas le même livre, que ce n'est pas le livre de lecture, mais que c'est sa grammaire, et ils le disent au professeur.
Et le professeur, au lieu de gronder Jean, je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois d'oublier votre livre ou vos affaires et de vous faire gronder, eh bien là, le professeur a félicité Jean, puisqu'il avait réussi, il avait pu traduire, ou en tout cas donner la traduction du texte par cœur. Et donc c'est une des nombreuses qualités dont j'ai déjà parlé de Jean. Il a une belle mémoire, il a une belle intelligence et il va s'en servir même après pour la suite, comme je vous l'ai déjà dit. Et là où j'en étais arrivé avec les autres auditeurs, c'est au moment où Jean, avec d'autres de ses camarades, vont se regrouper pour faire comme une petite équipe. À l'époque, on parlait d'une société, un petit groupe d'amis qui se retrouvent ensemble après l'école pour étudier encore, pour prier, voilà, pour ensemble s'encourager à bien obéir à Dieu, à bien faire leur devoir de chrétiens. Et pour entrer dans ce groupe, eh bien, c'était pas donné à tout le monde. Les élèves qui allaient traîner le soir après l'école ou qui le dimanche aussi perdaient leur temps, ceux qui des fois blasphémaient ou racontaient des histoires qui n'étaient pas très belles, n'avaient pas le droit d'entrer dans cette société, dans ce petit groupe d'amis. Et ce petit groupe d'amis, eh bien Jean, il voulait aussi continuer à les amuser, à les distraire, en faisant des petits tours, en faisant vous vous souvenez, des acrobaties ou autres. Seulement voilà, un jour où ils devaient aller ensemble à l'église, est arrivé quelqu'un dans la ville là, de Chieri, qui prétendait, lui aussi, rassembler les gens pour faire des petites séances récréatives. Et du coup, voilà que les camarades de Jean vont suivre celui qui se propose de faire à son tour de beaux tours, de belles gymnastiques, de belles acrobaties. Et Jean se dit, je ne vais pas pouvoir laisser les choses se passer comme ça. Il provoque en duel ce concurrent. Il lui dit, voilà, 20 lires, on est en Italie, 20 lires à celui qui arrive le premier à l'autre bout du village, à la course. Donc c'est un défi de course. Ce problème, c'est que si vous vous souvenez, Jean, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais comme voilà, il est quand même aidé par les autres vont faire une espèce de petite quête pour rassembler l'argent. Et devinez qui a gagné? C'est Jean. Alors l'autre dit quand même, bon, on va refaire une autre épreuve. D'accord. Et donc là, 40 lires, et là il s'agit de sauter d'un bord à l'autre de la rivière. Il y a une rivière qui coule, et donc le but là, c'est de sauter sans tomber dans la rivière. Et là, Jean y arrive sans problème, et son concurrent, lui, a failli se casser la figure, glisser au dernier moment, mais il y arrive aussi. Alors bon, il faut quand même se départager. Et là, celui qui était le concurrent de Jean était très habile pour faire ce qu'on appelait la danse du bâton. Vous avez peut-être vu ça des fois dans les numéros de cirque. Il s'agit d'avoir un bâton, et au sommet du bâton, il avait mis son chapeau. Il faisait tourner son chapeau sur le bâton, et le bâton lui-même, il le mettait sur son front, après sur son nez, après sur sa jambe, sans que le chapeau tombe. Alors Jean, lui, y arrive, sans problème. Il arrive à faire ce tour-là avec sa danse du bâton, mais, hélas, son concurrent, lui, il avait un nez un peu plus long que Jean, et donc le bâton glisse de son nez et tombe. Mais ça ne vous pas vaincu encore, et il veut lancer un dernier défi à Jean en l'emmenant devant un grand arbre gigantesque. Il dit voilà, là, ce sera 100 lires pour celui qui arrive à monter le plus haut dans l'arbre. Alors Jean, bon prince, comme on dit, bon joueur, lui dit ben vas-y, commence. Et donc il monte l'arbre, et il arrive jusqu'au sommet, jusqu'à la dernière branche de l'arbre, triomphant, pensant que Jean ne pourra pas le battre. Bon voilà, Jean il a plus d'un tour dans son sac. Donc il va lui-même monter dans l'arbre et arriver sur la branche où le concurrent avait posé ses pieds. Lui, il va mettre ses mains et faire le poirier. Et le poirier, vous savez, on a la tête en bas et les pieds en l'air. Ce qui fait qu'effectivement, ses pieds étaient plus hauts que ceux de son concurrent. Et donc il remporte la victoire. Alors le concurrent est tout vexé. Il dit, ben voilà, j'ai plus qu'à m'en aller maintenant, à quitter ce village, puisque tu m'as battu. Mais Jean, vous voyez qu'il a un bon cœur, Jean, avec l'argent qu'il avait gagné dans ses paris, là, il va l'inviter à l'auberge. Il va lui proposer de prendre un repas. Et une fois qu'il a payé le repas, il lui donne l'argent qui restait,
pour montrer qu'il ne lui en voulait pas, mais qu'il ne fallait pas qu'il continue à lui faire concurrence pour entraîner les enfants en dehors, enfin ses camarades, en dehors du bon chemin. Vous voyez que Jean, il avait ce grand cœur, et que même en face de l'adversité, il ne perdait pas son courage. Un autre jour, alors que dans la classe commençait à se faire un grand chahut, les craies volaient, des boulettes de papier, voilà que tous les élèves, ou presque, participent à ce chahut. Jean n'arrive pas à les calmer, et puis l'un d'eux, le plus excité, se dirige vers un autre qui lui était resté à sa table, qui continuait à travailler. Il dit « Pourquoi tu ne viens pas avec nous? C'est marrant de chahuter là. » Et l'autre dit « Non, non, moi vos jeux ne m'intéressent pas, laissez-moi tranquille. » Et l'autre, qui tenait à tout prix à ce qu'il participe au chahut, lui dit « Viens, sinon je te tape. » Et donc, celui-là lui répond « Si tu veux. » Et donc il reçoit 2 claques, 2 grandes claques, mais il lui répond « Voilà, maintenant si ça fait du bien, moi je reste ici, je ne bougerai pas, je ne participerai pas à votre chahut. » Et l'autre, tout dépité, il se rend compte qu'il n'a pas pu obtenir gain de cause, il s'en va. Et ça a beaucoup marqué Jean. Parce que cet autre élève, donc cet autre collégien, là, s'appelle Louis Comolo, va devenir un grand ami. On verra la suite la prochaine fois, s'il est déjà là. On va terminer par la prière, se tourner vers Marie, lui demander qu'elle nous aide, parce qu'on va rentrer là dans une période très importante pour toute l'Église. Demain, c'est la fête de l'Ascension. Et dans 10 jours, ce sera la fête de la Pentecôte. Et donc, entre l'Ascension et la Pentecôte, toute l'Église prie avec Marie et les apôtres pour demander d'accueillir le don de l'Esprit Saint. On va, en regardant vers Marie, demander qu'elle nous aide, qu'elle dispose notre cœur à accueillir ce beau don que Jésus veut faire à tous ses disciples de l'Esprit Saint. On va penser à ceux qui, au patronage, se préparent à la confirmation, ils sont 4, et puis aussi à ceux qui, à Parme, qui est une maison où on accueille des personnes handicapées, se préparent aussi à la confirmation. Je ne sais pas exactement quand elle aura lieu, la célébration, mais en tout cas, ils s'y préparent bien, et pour eux, ce sera aussi une grande fête, sans doute, de recevoir l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.